Orelsan tabasse des yokai, futur dystopique ou méchante sorcière, et un chien très courageux. Bienvenue dans Checkpoint, l'émission qui chaque début de mois fait le point sur l'actualité pop culture. On commence l'actu cinéma avec l'information la plus importante du mois de novembre et même de l'année 2025, Godzilla -0. Ouh, le gros fanboy qui profite de son statut de présentateur pour orienter les sujets selon ses goûts perso. Bah ouais, bienvenue dans Checkpoint. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Promis, je vais pas m'étaler, c'est même pas un trailer, juste un teaser. Le Godzilla de Takashi Yamazaki que l'on a pu découvrir dans le sublime -1 est de retour dans une suite ou un préquel, on sait pas trop. Parce que c'est -0, et moi je le mets avant le 1. Sauf si depuis le début c'est un compte à rebours, et là ça marche. Ou alors la signification est tout autre. Ça sort en 2026, j'ai hâte. On en avait parlé le mois dernier avec le teaser, on a maintenant la bande-annonce du film Super Mario Galaxy. Salut Luigi, ça boum Mario, admirez mon ultime chef-d'œuvre pour la princesse Peach. Qu'est-ce que vous en dites? J'adore les couleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, on ira. Ça a l'air vraiment cool. D'autant que bien que le film soit estampillé Galaxy, on y voit le Bowser Jr. de Wonder ou encore le désert d'Odyssey. Je suis Bowser Jr. et je viens récupérer mon père. Le mois dernier, je vous faisais part de mon avis positif sur la série Alien Earth et nous n'avions pas encore de nouvelles concernant une éventuelle saison 2. Ce n'est plus le cas car le tournage de cette dernière aura lieu à Londres en 2026, ce qui nous promet un changement de décor radical puisque la saison 1 a été tournée en Thaïlande. Je pensais pas dire ça un jour, mais Stargate est de retour. Amazon a annoncé qu'une nouvelle série était en cours de production, avec aux commandes Martin Giraud qui a travaillé comme scénariste sur les séries SG1, Atlantis et Universe. On a 1 million de questions, mais laisse-moi te poser celle que je pense beaucoup de fans se posent et qui les inquiète un peu, vu comment Stargate a été baladé de plateforme en plateforme au fil des années. Est-ce que ça va être un reboot ? Ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un reboot. C'est un tout nouveau chapitre. C'est un chapitre unique, en son genre, dans l'univers de Stargate. L'actu c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai vu depuis le tournage de la dernière émission? Nombreux sont les catcheurs qui intègrent le monde du cinéma, et même s'ils ne sont pas que 3, les plus connus sont Dwayne Johnson, alias The Rock, Dave Bautista et John Cena. Dave Bautista nous a régalé par son personnage de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, mais il est bien plus que ça. Personnellement, j'adore sa prestation dans Knock at the Cabin. John Cena est exceptionnel dans son rôle de Peacemaker. Si vous n'avez pas encore vu la série, faites-le, elle est géniale. Et enfin, on a Dwayne Johnson, que j'apprécie également, mais il y a un mais car peu importe le film, Dwayne Johnson fait du Dwayne Johnson. Et ce, même si ça porte préjudice au film. Il est cool à l'écran, mais j'aimerais bien le voir s'abandonner dans un rôle et laisser de côté le culte égocentrique autour de sa personne. Et j'avais cet espoir avec The Smashing Machine, le rôle d'un combattant précurseur du MMA dans une relation toxique avec son sport, son addiction aux analgésiques, ses problèmes de couple, etc. Le film n'est pas mauvais, mais ça manque de rythme et surtout de profondeur dans les sujets qu'il aborde. Tout est survolé, et le manque de parti pris par rapport au sujet abordé nous empêche de rentrer pleinement dans le film. Mention spéciale pour les prothèses qui ont été placées sur Dwayne Johnson, c'est vraiment du très bon boulot. Mais ce dernier, qui est encore une fois producteur du film dans lequel il joue, est clairement trop soucieux de son image et ne fait que s'interpréter lui-même dans une situation différente. Là où on devait voir Mark Kerr, il nous montre une autre itération de lui-même. Ça me rassure encore moins pour le live action de Vaiana. Hey, on va encore te servir un live action insipide, copier-coller de l'œuvre que tu connais déjà. J'adore Vaiana et je vais attendre de voir le film, mais je préfère ne pas me faire de fausses illusions. Orelsan avait besoin de faire une thérapie, il a fait un film. Bosser sur le film, c'est vraiment, sans aucun doute, le truc le plus compliqué qu'on ait jamais fait, quoi. Yoroi, qui signifie armure en japonais, était l'une des grosses sorties françaises de la fin du mois d'octobre. Je l'ai vu en avant-première le 26, mais comme on a tourné l'émission du mois dernier le 24, j'ai pas pu en parler dans celle-ci. D'ailleurs, je faisais déjà la remarque dans cette dernière émission qu'en France, on n'a que très peu de films fantastiques, de fantasy ou de science-fiction qui sont produits. Et ça fait plaisir de voir que c'est en train de changer, pourvu que ça dure. Dans ce film, Orelsan y incarne une version alternative de lui-même, dans le sens où il est Orelsan, grand fan du Japon et rappeur à succès, rongé par les problèmes qui découlent de la célébrité.
mais ce n'est pas 100% sa vraie vie. La musique d'introduction du film présente parfaitement cette situation. Perso, je l'écoute en boucle. Dans ce film, il est en couple avec Nanako, une japonaise avec qui il va bientôt avoir un enfant. Nanako qui est d'ailleurs incarnée par l'actrice française Clara Choi. Fatigué de son quotidien en France, ils partent vivre au Japon sans rien dire à personne. Et c'est là que l'intrigue commence. Aurel trouve une armure et des yokai commencent à apparaître toutes les nuits pour lui casser la gueule. Je peux pas en dire plus afin que ceux qui n'ont pas encore vu le film en profitent à fond, mais au travers de ce film qui est clairement l'ego trip d'un ado de 40 ans, on aborde des sujets extrêmement intéressants. Orelsan avait besoin d'une thérapie et il nous en fait profiter. Il nous parle du stress de la parentalité, de l'amour de sa famille, même si parfois on préfère s'en éloigner. C'est un film qui traite des nombreuses formes d'amitié, d'amour, de communication au sein du couple, de dichotomie de valeurs aussi, de pression, d'addiction. Il nous met face à nos démons et nous hurle « Bats-toi, tu es plus fort que ça !» On a dit qu'on affrontait les galères ensemble. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston. J'aime vraiment beaucoup ce film, mais il a également des défauts. On peut notamment parler du jeu d'acteur, souvent inégal, mention spéciale tout de même à Clara Choi qui tire l'ensemble vers le haut. Ouais bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Le côté ego trip en rebutera certains. Les yokai, qui sont incarnés par des cascadeurs en costume, sont une véritable déclaration d'amour au genre tokusatsu, mais fait forcément un peu cheap quand on n'a pas la ref. En parlant de ref, le film nous emmène dans un univers qui s'adresse de préférence aux adeptes de l'univers d'Orelsan, ou au moins aux gens qui apprécient tout ce qui tourne autour de la culture japonaise. Point de vue chiffre, le film a coûté 15 millions d'euros, ce qui est faible au vu de ses ambitions, d'autant plus qu'il a été tourné en France et au Japon. Bref, j'ai passé un bon moment qui s'est enchaîné avec la sortie du nouvel album d'Orelsan qui complète parfaitement le tableau. Donc là on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as pris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse. On va enfin pouvoir parler de Good Boy. Je l'avais dit dans la dernière émission, le distributeur a fait de la merde. Ce film aurait clairement dû sortir au cinéma. Bon, au moins maintenant, vous pouvez le voir facilement. Actuellement, vous pouvez le louer via Canal ou en streaming si vous avez un abonnement Amazon Prime. D'ailleurs, le saviez-vous? Avec Amazon Prime, une fois par mois, vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch. Et j'en ai une! Le lien est dans la description. Venez me voir, abonnez-vous, on passe des bons moments. Ça suffit pour l'auto-promo. Je vais maintenant vous faire celle de Good Boy. Good Boy, c'est génial, avant tout par son concept. Pour rappel, il s'agit d'un film d'horreur du point de vue du chien. L'idée est originale et elle marche. Indy, c'est le nom du chien, est véritablement le personnage principal de l'œuvre. À tel point que dans les films, les personnages humains n'ont aux yeux de la caméra pas vraiment de visage. Ça me rappelle Tom and Jerry où on ne voyait que les jambes des humains. Bref, c'est super car même avec un scénario convenu pour le genre, focaliser toute l'attention sur le chien nous fait percevoir les choses différemment. Ce qui est flippant pour nous est intriguant pour lui, sa réaction après un trauma est différente également. Et tout ça dans un contexte où son maître est malade, ça crée beaucoup de confusion entre le réel et le paranormal et renforce ce sentiment de détresse. Et le mieux, c'est la fin. Il y aurait beaucoup à dire et à théoriser, mais comme vous en doutez, c'est impossible sans spoil. Bien sûr, le film a aussi des défauts, notamment dû à son faible budget de production. Des fois ça se ressent, mais dans l'ensemble, c'est habilement camouflé. Le pire, c'est comment on nous explique que la maison est hantée. Oui, merci, j'avais compris, pas la peine de me faire autant de, j'allais dire sous-entendu, mais c'est même pas sous-entendu, on nous balance ça en pleine gueule. Mais malgré ça, on passe quand même un super moment. On a vraiment besoin de plus d'idées comme ça dans le cinéma d'horreur. Prenez le temps de voir Good Boy, en plus il ne dure qu'1h13. Tel le navire pris dans la glace sur lequel s'ouvre le film, le spectateur vient s'échouer dans un film pour le moins surprenant. Je vous parle de Frankenstein, actuellement disponible sur Netflix. Je dois vous confesser quelque chose. Je n'avais jamais songé à la précréation. Vous, le grand Victor Frankenstein, vous auriez fait une erreur. On ne compte plus les adaptations cinématographiques mettant en scène le célèbre monstre de Frankenstein, avec des séries accentuées tantôt sur le créateur, tantôt sur la créature. Et pour des résultats variés, dirons-nous. Cette fois, c'est un de mes réalisateurs préférés qui s'y essaye, Monsieur Guillermo del Toro. J'avais donc d'énormes attentes pour ce film et surtout hâte de voir le monstre prendre vie au travers de la direction artistique si particulière de del Toro. Première surprise, je n'ai pas trouvé sa patte visuelle autant marquée que d'habitude, mais ce n'est pas grave, c'est aussi le cas pour le premier Pacific Rim et c'est un de mes films préférés. Mention spéciale pour l'architecture de la tour où se déroule une bonne partie de l'intrigue. Elle est incroyable. L'autre fait surprenant, c'est la narration. Un bateau pris dans la glace, un équipage fatigué, quand soudain il découvre un homme poursuivi par une créature surpuissante et immortelle. S'ensuit donc le récit de comment cet homme, le docteur Victor Frankenstein, a créé ce monstre. Mais voilà, la créature a elle aussi sa vision des événements et il est temps pour tout le monde de l'entendre. Une construction littéraire chapitrée mais efficace. Exposition, affrontement de deux êtres via
via leur récit personnel et conclusion. On est sur un film dans lequel un homme voulant créer la vie donne la vie à la mort, lui donne en quelque sorte un avatar qui incarne cette mort, tout en étant privé de cette dernière. On assiste à la captivante dualité d'un être qui vit pour la mort et un autre qui est mort pour vivre. Parce que c'est de ça que nous parle ce film. Il n'est pas question de vie et de mort, mais de ce fragile et éphémère interlude qui est de vivre. Car il justifie le point de départ qu'est la vie, mais peut-il avoir un sens sans la conclusion qu'est la mort? Et tout ça nous est servi sur un plateau tragique par un superbe casting allant d'Oscar Isaac à Charles Dance en passant par Christoph Waltz ou encore David Bradley. Bien sûr, le film n'est pas parfait et sacrifie sans vergogne le bon sens et le réalisme de ses personnages au profit d'un tableau dramatique voulant à tout prix cocher toutes les cases de la tragédie. Mais je lui pardonne ce classicisme tant il est au service de cette morbide et pourtant si lumineuse philosophie. Et c'est sorti en direct ou VOD parce que produit par Netflix. Et ça me fait chier, ouais. Parce que pendant ce temps-là, on nous reprogramme des séances cinéma pour des grosses merdes d'adaptation comme Five Nights at Freddy's. Bref, je sais que Frankenstein ne fera pas l'unanimité, mais laissez-lui sa chance. Le film suivant, vous n'êtes pas obligé de lui laisser sa chance en revanche. Hormis le premier film, la licence Predator n'est pas vraiment du haut de gamme. À tel point que j'avais fini par lâcher après le film The Predator de 2018. J'ai donc rattrapé mon retard avant d'aller voir Badlands. Et j'ai été agréablement surpris par Prey, notamment pour le changement d'époque qui, je trouve, apporte du contexte. Pourquoi veux-tu chasser? Parce que vous pensez tous que j'en suis incapable. J'ai vu un signe dans le ciel. Je suis prête. J'ai senti qu'on voulait me raconter une histoire au-delà de « il y a un monstre de l'espace qui arrive et qui va tous nous buter ». Et justement, Badlands est du même réalisateur. Super! Bah non, le film propose un bestiaire fourni, et j'adore ça, la DA est très appréciable, le réal a une bonne maîtrise des chorégraphies de combat, et l'atmosphère qui se dégage du film est vraiment plaisante. Mais c'est super fade. On nous propose un arc de rédemption pour le Predator, ce qui sera une hérésie pour certains, mais quand bien même ça nous convient, c'est mal fait. C'est trop rapide, trop simple et surtout tellement cliché. L'histoire d'un gros costaud bien bourrin et tout grognon qui, de par sa rencontre avec un autre personnage, va finir par s'adoucir. On l'a déjà vu, ça s'appelle Shrek. Ah, c'est écœurant. Oh, ça c'est pas très gentil. C'est rien qu'un âne, mais il est joli. Pour rester dans les dessins animés, c'est le même schéma dans Frères des ours, dans Les Mondes de Ralph, dans L'Âge de glace. Et avec des acteurs, on a Tais-toi. Salut, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Mais quel con! Moi? Tu lui as fait peur, abruti! Comment ça? Je me suis juste présenté. Je vois un énorme connard qui sort de nulle part. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Elle a eu peur! Ça fait vraiment morale familiale, on dirait un Disney. Putain, mais c'est un Disney! Tout s'explique! Dans le film, il y a que des créatures et des androïdes à tuer, donc pas d'humains et donc pas de sang. J'ai regardé, le film est déconseillé aux moins de 13 ans pour une licence qui a toujours été rated R. Ça fait tâche! J'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part que c'est au mieux un potentiel divertissement si vous aimez les films d'action. Et en parlant de films d'action, en voilà un autre. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir! No You See Me, No You Don't, ou Insaisissable 3 en France, nous propose de retrouver les Cavaliers 10 ans après leur dernier coup. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, il s'agit d'un groupe de magiciens qui utilisent des tours de passe-passe, d'illusion, d'hypnose, de mentalisme et de grande évasion afin de voler des méchants très méchants et redistribuer l'argent aux victimes de ces derniers. Des Robins des Bois modernes en somme. J'aime bien cette licence de par son casting dans un premier temps, mais aussi pour les moments de révélation à la fin de chaque film. En revanche, l'élément central fait débat. La magie. Qu'on aime ou pas les tours de magie, on est tous d'accord pour dire que ce qui les rend impressionnants, c'est l'aspect live. Il y a forcément un truc, mais j'ai beau être présent et le voir de mes yeux, je comprends pas comment le tour est possible. Et ça, c'est super chouette. Mais dans un film, bah ça marche pas. Parce que c'est un film. À partir du moment où il y a du montage et des effets spéciaux, tu ne peux pas m'impressionner comme si tu faisais le tour devant moi. Exemple, regardez-moi bien, je vais disparaître. Ça n'impressionne personne, car comme vous pouvez vous en douter, on a fait ça au montage. Et si on comprend le truc, il n'y a plus de magie. La licence le sait et elle décide de pousser l'idée beaucoup plus loin afin d'intéresser le spectateur. Il faut que les tours soient encore plus grandioses, qu'ils permettent d'infiltrer un bâtiment, d'obtenir des informations confidentielles, de s'enfuir et même de se battre si besoin. On sacrifie donc toute forme de réalisme au profit du spectacle. Maintenant à vous de voir si vous vous laissez emporter par cette formule. Pour parler plus précisément de ce troisième opus, c'est malheureusement le moins bon des trois. Sans être catastrophique, le changement de réalisateur se fait sentir. Le film passe une bonne partie de son temps à présenter chaque personnage de façon lourde et grossière. J'ai enquêté sur toi, tu es ceci et tu excelles dans ce domaine. Rappelle-toi quand tu étais petit et que... Personne fait ça, c'est ridicule et ça stoppe le dynamisme du récit pour me faire un exposé. C'est un cul-de-sac, les gars. Sésame, ouvre-toi. T'as raison, lâche rien mérite. Ça se t'enterre. Sérieux? On sait jamais. Si, là, je crois que tu savais.
C'est comme cette scène où, vite, on est pressé, on a les flics au cul, il faut qu'on trouve des réponses et qu'on mette un plan en œuvre, mais on va faire un petit concours de qui a la plus grosse baguette magique et en profiter pour réintroduire les anciens personnages. Vraiment ? Enfin, le casting. Les nouveaux arrivants sont super, mais Jesse Eisenberg a vraiment l'air de vouloir être ailleurs et prendre son chèque pour vite disparaître. Notre pauvre Morgan Freeman n'a que 3 malheureuses scènes et le final est recyclé. Est-ce que ça m'a empêché de passer un bon moment ? Non, mais je risque de vite oublier cet opus. Dommage quand on voit qu'il est censé lancer une nouvelle série de films pour la franchise. Il est plus important que jamais que vous remontiez le moral du peuple. Wicked partie 2 est exactement ce qu'on pensait qu'il allait être, puisque les 2 parties ont été tournées à la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas client des comédies musicales. Néanmoins, j'ai passé un excellent moment devant Wonka et également devant Wicked partie 1. Vous l'aurez compris, j'ai donc également apprécié la partie 2. Les décors et les costumes sont sublimes, il y a une identité forte qui se dégage de ce monde, volontairement très niais. Les musiques sont très belles et le casting se donne vraiment à fond. Néanmoins, le film part vraiment du principe que vous connaissez l'histoire originale du Magicien d'Oz. Sans ça, il y a plusieurs éléments qui peuvent paraître brouillons. Mais quand on a les rêves, c'est vraiment sympa de comprendre l'envers du décor et les causes de nombreux événements dans l'univers du Magicien d'Oz. Mention spéciale pour le traitement de Dorothy qui d'une certaine manière brille par son absence. Elle est là, mais pas dans la lumière, car ce n'est pas son histoire qui nous est racontée, et j'apprécie énormément cette mise en scène. En conclusion, si vous avez aimé la partie 1, il y a de fortes chances que ce soit le cas pour cette partie 2. Mais la réciproque fonctionne également. Je vois pas ce qui vous ferait aimer ce second film si vous n'avez pas aimé le premier. Je suis une figure publique, les gens attendent de moi que je... Mente. Ils veulent que je les encourage. On termine les reviews avec le dernier film que j'ai vu avant de tourner cette émission, Running Man. Situation professionnelle, blacklistée. Mais il vous reste un moyen de vous en sortir. Le plus grand show télévisé du pays. La violence fait partie de nous. Alors libérez-la. Bienvenue à Running Man. Running Man est à la base un livre de Stephen King qu'il a écrit sous le nom de Richard Bachman, pseudo qu'il a également utilisé pour écrire The Long Walk, dont on a déjà parlé le mois dernier. Il les a écrits sous pseudo pour 2 raisons. Premièrement, car on s'éloigne de son genre de prédilection, le fantastique horreur, auquel on peut s'attendre quand on achète un livre estampillé Stephen King. Mais aussi car à cette époque, le boog est un peu trop productif, et sortir autant de livres d'un même auteur en si peu de temps bloque un peu chez les éditeurs. Il y aurait encore plus à dire, mais on est là pour parler de cinéma. Il sort donc en 1982 l'excellent Running Man, un livre qui se déroule en 2025. Assez marrant ça. On nous décrit une société américaine futuriste où l'économie est au plus mal et où les médias contrôlent l'opinion publique. Assez marrant ça. Et dans cette horrible société, il y a un jeu dans lequel les participants doivent survivre durant 30 jours, poursuivis par des tueurs et où la population peut les dénoncer en échange d'un petit pourboire. Heureusement que dans la réalité, personne n'est prêt à vendre son estime de soi et à s'humilier en direct contre de l'argent. Capucine qui avait pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. Bref, le concept est parfait pour le cinéma, et 5 ans plus tard, Running Man sera adapté au cinéma avec dans le premier rôle Arnold Schwarzenegger. Le regardez pas, c'est de la merde. Le film reprend juste l'idée d'une émission de télé, c'est même pas le même jeu et on délaisse totalement l'aspect politique de l'œuvre. En réalité, le Running Man de 87 est un plagiat du film français Le Prix du Danger, avec en vedette Gérard Lanvin, sorti en 1983 et qui est lui-même inspiré de la nouvelle Le Prix du Danger de Robert Sheckley, paru en 58. Chers amis, chers téléspectateurs, quelle émission! Quels instants inoubliables! Et oui, je parle de plagiat car Yves Boisset, qui a réalisé Le Prix du Danger, a attaqué le film Running Man et l'a remporté après 11 ans de procès. Mais après toutes ces péripéties, on a enfin un vrai film Running Man qui adapte de manière très assidue le livre de Stephen King et c'est réalisé par Monsieur Edgar Wright. Et c'est une situation complexe pour lui. J'adore son travail, mais le box-office, pas toujours. Allez vous faire mettre. Voilà. C'est ça qui va vous faire gagner. Disons que quand il est en Angleterre pour faire des films à faible budget comme l'excellente trilogie Blood and Ice Cream, il est rentable. Et ça se passe super bien. Mais quand les États-Unis l'appellent pour faire des films à gros budget, il ne l'est pas. Et du coup, la prod elle est un peu grognon. Sauf Baby Driver. Là, il avait tout pété. Mais encore une fois, on est sur un film qui n'a pas coûté trop cher. Seulement 34 millions de dollars, mais pour en rapporter 226 millions. Bravo Edgar. J'aime le livre, le film l'adapte très fidèlement, donc oui, j'ai aimé le film. Mais il y a quelque chose que je ne pardonne pas au film, c'est que la patte d'Edgar Wright ne se fait pas sentir, et au vu de son historique avec les productions états-uniennes, je pense savoir ce qu'il s'est passé. Le film est tellement lisse, tellement dans les codes du cinéma d'action
version outre-Atlantique que je pense que le gars a eu peur d'être trop lui. Ne pas être trop original permet de plaire à un peu tout le monde, plutôt qu'énormément à une petite partie des spectateurs. Et ça me fait chier. Il y a tout de même de bonnes idées. Par exemple, j'aime beaucoup le plan où le protagoniste se tient devant un écran affichant des photos de lui de face et de profil comme une fiche de prisonnier. Il tourne alors la tête à gauche et à droite pour regarder autour de lui, tandis que l'écran projette simultanément les mêmes mouvements en affichant ses profils. On retrouvera des idées intéressantes comme les POV des drones qui servent à retransmettre l'émission en direct, un plan séquence dans un bâtiment qui est plutôt chouette ou des petits clins d'œil comme la tête d'Arnold Schwarzenegger sur les billets de banque. Là où le film brille le plus, c'est dans sa critique sociétale. Vous l'aurez compris avec ce que je vous disais plus tôt, Running Man est malheureusement d'actualité. Et bien qu'il manque d'approfondissement par moments, ce qui engendre un manque d'attachement au personnage principal et à sa famille, il se rattrape bien avec des personnages secondaires. Je pense notamment à Bradley, incarné par Daniel Ezra, qui est une sorte de YouTuber qui dénonce autant qu'il décrypte l'émission. Ils ont bien les codes de ce genre de contenu, c'est très cool. Et mon préféré, Elton, joué par Michael Cera, un complotiste qui vit chez sa mère et à qui il ne faut surtout pas parler de hot dog. Mention spéciale pour Colman Domingo qui nous fait un super présentateur. Mon dernier regret concerne la fin. Je peux pas trop disserter dessus pour ne pas spoiler, mais quitte à faire ce qu'ils ont fait, je pense qu'on aurait gagné à faire une fin plus ouverte. Mais encore une fois, le film cherche à plaire au plus grand nombre et beaucoup de gens n'aiment pas les fins ouvertes. Troisième étage! Des chaînes, des ordures, des instruments de torture! La guerre des consoles est-elle vraiment finie? Steam passe à l'attaque, Inazuma Eleven nous gâte et grosse analyse à faire avant les Game Awards. On commence cette partie par un sujet ultra présent cette année, je parle bien sûr de l'IA. Je vous avais donné mon avis sur l'utilisation de cette dernière dans le checkpoint du mois dernier, mais ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que des grands noms japonais comme Ghibli, Square Enix, Bandai Namco ont décidé de s'unir contre l'IA. L'idée générale est d'adresser à OpenAI une interdiction d'utilisation de leurs œuvres dans le processus de génération de Sora 2. Et on reste dans le thème avec Arkriders. Le jeu fait polémique car il utilise de l'IA pour les voix des personnages. Et comme je le dis souvent, l'IA pour accélérer des processus, pourquoi pas, mais remplacer la création, c'est non. Et quand on regarde les commentaires, les avis sont partagés. Les gens n'ont pas forcément envie de boycotter un jeu sur lequel ils s'amusent beaucoup, car Arkriders est clairement l'un des phénomènes du mois de novembre. Sorti le 30 octobre, le jeu a très vite réussi à se créer une solide communauté, dont je ne fais pas partie. Il faut être honnête, le jeu m'est complètement passé au-dessus. Je trouve la DA assez fade à tel point qu'au début j'ai cru que c'était un jeu Ubisoft. Le vestiaire manque cruellement de diversité et les armes ne me donnent pas vraiment envie. Mais ce n'est qu'un avis personnel, le jeu lui semble s'être créé une belle communauté. Une communauté qui met en avant le ras-le-bol des jeux PVP, beaucoup trop présent, car même si Arkriders laisse le choix de coopérer ou de s'entretuer pour récupérer le butin des autres joueurs, il semblerait que ces derniers aient fait le choix de majoritairement coopérer. Et ça c'est beau. On dit que personne ne vit éternellement. Coup dur pour les joueurs de New World, Amazon a annoncé fermer les portes de son MMO. Au-delà de la mettre à l'envers à des joueurs parfois très investis aussi bien en termes de temps que d'argent, c'est surtout 30 000 licenciements qui accompagnent cette décision. Une pétition qui se nomme Save the New World Dev Team on Games a déjà été signée par plus de 25 000 personnes. Cette dernière demande à Amazon Games de revenir sur sa décision de cesser le développement du jeu. Et si vous aimez les maths, vous avez dû remarquer qu'il y a au moins 5 000 développeurs qui ne veulent plus de leur boulot chez Amazon. La blague du mois, on la doit à Microsoft qui annonce qu'Xbox se retire de la guerre des consoles. Un peu facile quand ça fait au moins 9 ans que vous l'avez perdu. Très peu d'exclus, pas vraiment de bangers, qui maintenant arrivent en plus sur PS5. Sur la dernière génération, tu vends 54 millions de consoles de moins, mais bon prince, tu te retires de la guerre. Oh Seigneur, grand prince. Oh, ah la classe, la révérence. C'est comme si moi je faisais un combat avec Cyril Gann et qu'après m'être fait froisser pendant tout le premier round, je disais non mais je suis pas dans ce délire là, c'est pas mon objectif. En revanche, ce qui est vrai, et on le voit depuis plusieurs années maintenant, c'est que Microsoft ne cherche plus à vendre des consoles ni des jeux, mais bel et bien du service, via son Game Pass dont les récentes augmentations de prix ont fait grincer des dents. Fils de pute! Ça se traduit aussi par une collaboration plus étroite avec l'univers PC, parfaitement imagée par la récente collaboration entre Xbox et Asus pour la création du Xbox Ally X. De son côté, PlayStation ne fait plus face qu'à Nintendo pour la vente de consoles. La marque rouge, plus accessible en termes de prix et touchant un public plus large, enregistre des chiffres de vente bien plus élevés que la marque bleue. Comme quoi, la puissance ne fait pas tout. Et c'est sur ce point que Shuhei Yoshida, l'ancien patron de PlayStation, a attiré l'attention. Il a déclaré que la PlayStation 6 ne devra pas se contenter d'être plus puissante et devra surtout proposer aux joueurs de nouvelles fonctionnalités. Et je dois dire que je suis bien d'accord. Étant avant tout un joueur PC, je me tourne vers les consoles pour leurs exclus ou leur portabilité, quoique j'ai déjà pas mal compensé ce problème avec le roguelike. Donc le dernier élément qui peut m'amener vers une console, c'est l'expérience qu'elle a à me proposer. Et dans ce domaine, Nintendo domine largement, même si je salue la DualSense de Sony qui, comme beaucoup de technologies de console, n'est malheureusement pas assez exploitée. Et vous, quel est votre argument dans le choix d'une console? Dites-le moi dans les commentaires. En parlant de console, Valve nous a dévoilé la Steam Machine et le Steam Frame. Si ce dernier est un casque VR
VR sur le papier moins performant que ses concurrents directs, il dispose néanmoins d'une technologie intéressante. Le streaming fovéal qui permet le tracking des yeux. En application, cela permet d'animer les yeux de vos avatars dans des jeux comme VR Chat, mais surtout le rendu fovéal qui permet au casque d'afficher l'image dans sa meilleure qualité là où vous regardez et la réduire ailleurs pour économiser de la puissance de calcul. À présent, revenons à la Steam Machine. Ce cube vendu par Valve comme une console de salon et un PC n'est ni plus ni moins qu'un PC avec une interface de console. En gros, Steam Big Picture, si vous jouez sur PC, vous savez de quoi je parle. Elle aura plus de 6 fois la puissance d'un Steam Deck et devrait proposer un prix attractif qui n'a toujours pas été officiellement annoncé au moment où on tourne. Mais voilà, des projets comme ça, on en a déjà vu. Même si elle a des avantages comme sa transportabilité et le fait de pouvoir la brancher sur la télé du salon ou sur un écran d'ordinateur selon vos besoins, elle n'est rien de plus qu'un mini PC. On connaît déjà le concept, il y en a déjà eu par le passé, c'est difficilement améliorable dans le temps comme une tour, mais surtout ça chauffe beaucoup et ça entraîne des problèmes. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que Valve arrivera à les corriger? Réponse à la sortie de la Steam Machine et du Steam Frame en 2026. À présent, il faut que je vous parle d'Inazuma Eleven Victory Road, le jeu que les fans ont attendu durant 9 ans. I knew you'd ask that. Si toute l'histoire autour des reports vous intéresse, j'ai détaillé ça dans l'épisode pilote de Checkpoint sorti en octobre sur ma chaîne YouTube Asao. Le jeu est enfin disponible depuis le 13 novembre, le 10 pour ceux qui ont acheté la Deluxe. Et une question se pose, est-ce que l'attente valait le coup? Oui. Clairement, oui. Je peux comprendre que vous n'ayez jamais touché un Inazuma Eleven et que vous ne compreniez pas la hype autour de ce jeu. Mais c'est une masterclass. La licence de RPG footballistique revient plus étincelante que jamais et avec un contenu absolument colossal. Un mode histoire de plus de 20 heures avec de magnifiques cinématiques que l'on doit au studio d'animation MAPPA. Ce mode porte bien son nom, car de l'histoire, vous allez tellement manger que le jeu vous met un message d'alerte au lancement de ce mode, vous précisant que si vous voulez jouer un match de football, ce sera pas pour tout de suite. Comptez au moins 6 heures de jeu avant de faire votre premier match à 11 joueurs. Ça peut paraître étrange quand on n'y a pas joué, mais je vous jure que c'est au service de l'histoire. Déjà, c'est la meilleure qu'on ait eue pour la licence. J'entends que les premiers jeux étaient iconiques, mais laissons la nostalgie de côté car on a rarement eu une aussi bonne construction de personnages dans la licence. Après, ce mode de jeu reste surprenant sur certains aspects. Je pense notamment au combat au tour par tour pour gérer les interactions sociales. Mais Victory Road, ce n'est pas qu'un mode histoire. C'est aussi la possibilité de créer notre propre personnage et de le voir évoluer dans cet univers et jouer aux côtés des personnages iconiques de la série. Pour les nostalgiques, il y a également le mode chronique qui vous permet de revivre tous les matchs de toutes les histoires de tous les jeux Inazuma. Et pour les complétistes, sachez qu'il y a différents niveaux de difficulté et qu'il vous faudra vaincre avec l'équipe historique et avec votre équipe personnalisée. Autant vous dire que vous avez de quoi vous amuser. Alors pas exactement, parce qu'il manque Inazuma Eleven Go Galaxy, Ares et Orion, donc il n'y a pas vraiment tout comme tu dis. Effectivement, ces jeux sont absents pour le moment. Mais ce mois de décembre sera ajouté la route Galaxy, en janvier Ares et plus tard Orion. Et avec eux les mécaniques de jeu qui leur sont propres. Ah bah voilà, qui c'est qui repasse à la caisse maintenant? Bah c'est nous hein. Non, c'est ajouté gratuitement. Level 5 ne voulait pas tout mettre d'un coup pour laisser le temps aux joueurs de savourer chaque épisode et surtout assurer l'actualité pour son jeu pendant plusieurs mois après sa sortie. Notez tout de même que ça fait déjà plus de 5400 personnages recrutables pour votre équipe et pas moins de 550 techniques spéciales. Et si vous aimez les chiffres, sachez que le jeu a nécessité pas moins de 250 comédiens de doublage. À tout ça s'ajoute un mode compétition en ligne et un hub social en ligne également. Le jeu propose les voix originales japonaises ou un doublage anglais et vous laisse également choisir entre les noms originaux japonais des personnages ou leur version occidentale. Niveau gameplay, le jeu change d'approche avec un style en temps réel plus dynamique et bien qu'il soit étrange de jouer de cette manière quand on arrive des épisodes DS et 3DS, il faut avouer qu'on s'y habitue vite et que ce n'est pas moins bien mais simplement différent. Rassurez-vous, le jeu se met toujours en pause active quand vient le moment de sélectionner les techniques spéciales. Pour finir, un petit point sur les graphismes. Sans être incroyable, la DA animation japonaise fonctionne très bien et est tout à fait honnête quand on sait que c'est un jeu qui a été développé pour tourner de la Switch au PC. Et même si les versions PC, Switch 2 ou PS5 sont évidemment plus belles et fluides que la version Switch, il faut admettre qu'elle s'en sort pas mal du tout, prouvant encore une fois l'incroyable fainéantise de Pokémon Company. Personnellement, il est fort probable que ce jeu rentre dans mon top 5 de 2025, parce que maintenant, on peut le dire, le football il a changé. Ça y est, Bandai a annoncé le premier DLC pour l'excellent Digimon Story Time Stranger. Il se nomme Alternate Dimension et sortira cet hiver. On a encore très peu d'informations sur le contenu de ce DLC. Il proposera une nouvelle histoire, certainement dans une dimension parallèle au vu du nom, et bien sûr de nouvelles branches de Digivolution feront leur apparition pour gonfler le casting du jeu. Grâce au trailer, on sait que nous pourrons obtenir Blitzgreymon, Kreisgarurumon, Omegamon Alter S et Omegamon Zwart Defeat. Pour les non-initiés, ça ne représente rien, mais pour les Digifans comme moi, on se sait, ça nous hype énormément. En revanche, Bandai, j'entends que la série Beat Break est trop récente, mais ça aurait été pas mal d'avoir les nouveaux Digimon
Pokémon de Ghost Game, idem pour d'autres Digimon récents comme Pulsemon. Les DLC, c'est une bonne excuse pour ajouter tout ce beau monde, alors je compte sur vous. Parlons à présent de Legend Pokémon ZA. De Pokémon Company semble avoir écouté les joueurs. Pour rappel, les méga gemmes permettant de faire évoluer Blindépi, Goupelin et Amphinobi étaient uniquement obtenables en atteignant le rang K dans les matchs classés en ligne. À chaque saison, on commence au rang Z et on peut essayer de monter jusqu'au rang A. Ce qui obligeait pour la première fois les joueurs à passer par le mode online pour atteindre le 100% de complétion d'un jeu Pokémon. De plus, bien qu'à nouveau disponible ultérieurement mais sans date précise, ces récompenses devaient être gagnées sur les 3 premières saisons du jeu, mettant de côté tous ceux qui n'achètent pas des One ou qui prennent le temps de jouer à leur rythme. Mais la bonne nouvelle est tombée. Au moment où cette émission sort, on est sur la fin de la saison 2 et bientôt on attaquera la saison 3. Et vous n'avez plus à monter jusqu'au rang K, mais seulement au rang S pour obtenir la Goupelinite. De plus, si vous avez raté l'Amphinolite de la saison dernière, elle est maintenant obtenable au rang Y de la saison 2. Vous n'avez donc qu'un rang à gagner, ce qui est hyper facile. Après, même si l'obtention est facilitée, il faut toujours jouer en ligne et pour ça, payer un abonnement. Un nouveau jeu Horizon va voir le jour et ça me hype pas trop. Il se nomme Horizon Steel Frontiers et devrait sortir en 2026 sur PC, Android et iOS. Attendez, quoi? Et oui, pour l'instant, la licence qui a vu le jour en exclusivité chez Sony ne semble pas avoir prévu de sortir son nouvel opus sur PlayStation. Il s'agira d'un MMORPG et quant au gameplay, ouais, c'est Monster Hunter World avec un skin Horizon. De plus, le fait qu'il sorte sur smartphone ne me rassure pas quant à la qualité du jeu et à son modèle économique. Il ne reste plus qu'à surveiller les prochaines informations. L'exceptionnelle licence Fire Emblem est de retour avec Fortune's Weave, prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2. Peu d'informations sur ce nouvel opus pour l'instant, mais le trailer nous permet de voir des graphismes en hausse et heureusement, j'ai envie de dire, on change de console quand même. Je suis pas sûr d'être très fan du cadre de cette nouvelle histoire qui semble s'axer autour de combats dans un colisée, mais à voir car ce n'est peut-être qu'une partie du jeu. Enfin, on peut voir également que c'est le retour des troupes qui accompagnent les héros sur le champ de bataille. Apparues avec Three Houses, elles avaient aussitôt disparu avec Engage. Je suis ravi de voir qu'elles sont de retour, tant elles apportent de la cohérence visuelle aux affrontements. Non, parce que Fire Emblem, c'est quand même des histoires de pays qui se font la guerre, mais sur le champ de bataille, il y a à peine 30 pélos. On dirait le final de Twilight. Bref, on attend d'en savoir plus, mais c'est plutôt encourageant. Présenté pour la première fois en novembre 2019, Crimson Desert est un action RPG très ambitieux, développé et édité par Pearl Abyss que vous connaissez certainement grâce à Black Desert Online. Souvent prophétisé par certains comme le plus beau jeu à venir ou encore le GOTY de son année, on peut au moins lui accorder qu'il génère beaucoup de hype. Mais voilà, après 5 ans d'attente, le jeu a enfin une date de sortie, et ce sera, normalement, pour le 19 mars 2026. Une bonne nouvelle, cependant entachée par un constat. Comme beaucoup de jeux de nos jours, il y a un downgrade entre l'annonce et le jeu final. Même si les décors semblent toujours riches et bien détaillés, on sent bien sur certains aspects que le studio a dû revoir ses ambitions à la baisse. Néanmoins, le jeu reste très intéressant. Comptez sur moi pour suivre ça de près. Les Grammy Awards 2026 auront lieu en février et on connaît la liste des nominés dans la catégorie meilleure bande-son de jeux vidéo. Et... c'est honteux! Dans cette liste qui récompense les jeux sortis en 2025, on retrouve Avatar, Frontiers of Pandora, Secret of the Spire, parce que oui, le jeu est sorti en 2024, là ils ont nommé le DLC, sorti en 2025. C'est pas grave. Helldivers 2, mais lui aussi il est sorti en 2024, donc... Ah oui, non, ok, oui, il a eu un DLC gratuit en 2025, normal pour un jeu service, mais ok, il est nommé. Indiana Jones and the Great Circle, ok, autant pour moi, en fait j'ai les jeux de 2024, j'ai pas la bonne liste, ça doit être celle des Grammy Awards de cette année qui du coup récompense les jeux de 2024. La confusion vient de là je pense, comme du coup c'est pas bon. Non? Ah non, c'est vraiment la bonne? Bon bah je continue alors. Star Wars Outlaws, ok, je commence à comprendre le pattern, sorti en 2024, mais il y a eu un DLC en 2025. Et Sword of the Sea, oh putain, j'y crois pas, il y a un jeu en 2025, un vrai jeu de 2025 dans la liste, merci. Dans cette liste, si je devais choisir, je préfère l'OST d'Helldivers 2. Mais DLC ou pas, à moins d'un DLC majeur avec une OST unique et impactante, je trouverais ça frauduleux de voir gagner un jeu de 2024. Donc par souci de cohérence, j'ai envie que Sword of the Sea l'emporte, car plus légitime. Allez, dis-le, sinon ça va te peser. Dire quoi? Tout va bien, la liste est une fraude, pas besoin d'en remettre une couche. Tu vas me faire un AVC là, si tu gardes tout ça pour toi, alors vas-y, libère-toi. Non mais putain! Mais qu'est-ce qui vous est passé par l'occipital? D'accord, le monde du jeu vidéo sans Carlo Fiac des Grammy Awards, mais à quel putain de moment tu nommes pas Clair Obscur Expédition 33? Je veux pas jouer les forceurs et je suis d'accord que le RPG au tour par tour ce soit pas au goût de tout le monde. Mais s'il y a bien une chose
Une chose que tout le monde se doit d'accepter, c'est que le jeu de Sunfall nous a pondu l'une des plus grandes OST de ces 15 dernières années, si ce n'est de toute l'histoire du jeu vidéo. Alors, dans quel putain de timeline il est même pas dans ta saloperie de liste? Bâtard de ta race, je vais te saigner, je vais te faire bouffer tes morts, t'entends? Et pour ceux qui ont entendu dire que si Clair Obscur n'y est pas, c'est parce que le studio ne s'est pas inscrit, sachez que ça a été démenti et que l'inscription a bien été faite. C'est l'un des gros sujets du moment et il est temps d'en parler, les Game Awards sont là et il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, Clair Obscur y est nommé 12 fois et c'est un record dans l'histoire de la cérémonie, ce qui dénote sérieusement avec les Grammys. On va faire le point sur chaque catégorie et je vais vous donner mon choix et mon pronostic car ça peut différer. On commence avec la catégorie la plus éclatée de la compétition, le jeu le plus attendu. Cette catégorie, on s'en fout complètement. On va juste juger quel jeu hype le plus les gens, donc ça ne s'appuie que sur des trailers et on peut se faire scam, ou bien ça s'appuie sur la renommée d'une licence déjà existante. S'il faut vraiment donner son avis, pour ma part, je choisis The Witcher, mais je ne doute pas que le gagnant sera GTA 6. On continue avec la meilleure bande son, et il n'y a pas un monde où c'est pas Clair Obscur Expédition 33. N'est-ce pas les Grammy Awards? Le jeu est plein de qualité, mais en plus se fait PL par sa bande son. Plein de joueurs ont commencé le jeu après l'avoir entendu en boucle sur les réseaux sociaux. Moi-même, je me fais souvent nos vies en lumière qui durent quand même 33 minutes durant mes trajets en voiture. Vous l'aurez compris, c'est à la fois mon choix et mon pronostic. On reste dans le son avec le meilleur design audio. Les jeux changent peu, contrairement à ma conclusion, car cette fois, mon choix et mon pronostic, c'est Death Stranding 2. En effet, tout comme son prédécesseur, le jeu nous installe une ambiance absolument exceptionnelle, alternant entre les cliquetis répétés de l'Odradek pour faire monter la tension, les grands silences pour qu'on se sente profondément seul et les musiques chantées qui créent de véritables moments suspendus dans le temps. Certes, l'OST de Clair Obscur nous accompagne de manière exceptionnelle et épique durant notre aventure, que ce soit sur la map avec Déchire la toile ou dans les combats de boss comme celui contre Renoir. Mais le sound design, ce n'est pas que l'OST, et sur l'ensemble, je trouve que Death Stranding 2 est plus pertinent dans son usage de l'audio. On passe maintenant à la meilleure direction artistique. C'est un sujet complexe car tout dépend des goûts et couleurs de chacun. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment la DA est au service de son jeu, que ce soit en termes d'histoire ou de gameplay. Et ici, Clair Obscur ne fait face qu'à des suites qui ne créent pas la surprise sur ce point. De ce fait, mon choix et mon pronostic vont une nouvelle fois à Clair Obscur. À présent, passons au meilleur scénario. Je vais être honnête, dans cette liste, il y a deux jeux que j'ai pas fait. Il s'agit de Kingdom Come Deliverance 2 et Silent Hill F. Je vais donc répondre comme je le faisais au lycée, à l'aide de mes connaissances, et ça se tape une nouvelle fois entre Clair Obscur et Death Stranding 2. Et même si ce dernier a un super scénario, c'est une suite. Clair Obscur a vraiment un avantage à être ce jeu qui a créé la surprise. Et son scénario digne d'un film de Shyamalan aura, je pense, touché plus de monde, donc choix personnel et pronostic pour Expédition 33. Il y a une catégorie qui regroupe tout ça, c'est celle de la meilleure réalisation. Et là, la bataille est dure entre Clair Obscur, Death Stranding 2 et Split Fiction. Vous allez rire, mais mon vote va à Clair Obscur. Mais j'y ai longtemps réfléchi. Pour mon pronostic, je dirais Clair Obscur également, mais il faut bien se rendre compte qu'on parle de la cohésion globale, de la direction artistique, de l'OST, de la technique, de l'innovation et de l'impact sur les joueurs. Pour moi, Clair Obscur est celui qui coche le plus de cases et choisir un autre jeu maintenant serait incohérent après tout ce que j'ai dit précédemment. De surcroît, c'est un jeu indé, ce qui rend la prestation encore plus impressionnante. Et ça tombe bien qu'on en parle car il est temps de parler du meilleur jeu indé. Au moment où on tourne, il y a une polémique qui commence à sortir par rapport à la présence de Clair Obscur dans la liste des jeux indés et même dans la catégorie d'après, vous comprendrez pourquoi. Parce que effectivement, le jeu est un jeu indé, mais c'est un jeu indé qui bénéficie d'avantages que plein d'autres n'ont pas. Un studio qui bénéficie d'un éditeur et surtout un nombre de développeurs quand même bien plus conséquent que les autres jeux en lice. Et pour toutes ces raisons, beaucoup de gens pensent que Clair Obscur ne devrait pas apparaître dans la liste des jeux indés. J'y ai longtemps réfléchi et je pense que je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que quand on le compare aux autres, y a pas photo, il s'impose comme un véritable monstre, leur laissant absolument aucune chance. Mais dans les faits, il est dans la liste et je vais donc faire mon analyse en conséquence. Et du coup,
j'ai grave l'impression d'abuser et d'être comme certains forceurs qu'on voit sur les réseaux. Mais encore une fois, mon choix et mon pronostic sont pour Clair Obscur. Je mets quand même une mention spéciale à Absolum pour l'originalité d'associer roguelite et beat'em all. Après, c'est pas impossible de voir Silksong le choper, mais tout comme Hades 2 qui est excellent également, c'est une suite et il y a moins l'effet de surprise. Et en termes d'œuvre globale et d'impact, Expédition 33 va clairement plus loin. Et tant qu'on y est, je vais encore me faire mal au cœur puisqu'on parle du meilleur premier jeu indé. Et cette fois, il y a Dispatch, qui aurait clairement dû apparaître dans la catégorie précédente également. Juste pour qu'il ait un prix, et parce que Clair Obscur va déjà en avoir plein d'autres, je suis tenté de donner mon vote perso à Dispatch. Mais il faut être objectif, une fois encore, Expédition 33 est vraiment hors catégorie. Justement parce que c'est un premier jeu pour le studio, et que son aura est principalement construite sur ça. Mon vote et mon pronostic sont donc pour le jeu de Sunfall. Info de dernière minute, l'auteur du jeu Megabonk se retire volontairement des Game Awards, car même s'il se dit honoré, il avait déjà fait d'autres jeux indés avec d'autres studios. Ce n'est donc pas son premier jeu et il estime ne pas pouvoir concourir dans cette catégorie. Néanmoins, même si ça n'enlève rien à l'honnêteté et à la noblesse de sa démarche, c'est pas comme s'il avait une chance de gagner quand on voit les monstres qui lui font face. Allez, on va enfin souffler car les catégories suivantes sont plus éclectiques dans leur sélection. Parlons du meilleur jeu multijoueur. Dans cette liste, mon jeu préféré est Elden Ring Night Rain. Mais perso, je l'ai fait en solo, je suis pas très coop comme gars. Je suis pas ton gars, mon pote. C'est pas ton pote, mec. Je suis pas ton mec, mon gars. C'est pas ton gars, mon pote. Je suis pas ton pote, mec. Mon choix perso ira donc à Split Fiction. Même si c'est un jeu coop, ça m'arrive quand même d'en faire un peu. En revanche, tout comme Clair Obscur va certainement recevoir beaucoup de prix car il a réuni une très grande communauté et créé de la surprise, mon pronostic est une victoire Darkriders. Meilleur jeu de combat à présent et ça va aller vite. Fatal Fury, tout le monde s'en est branlé. Virtua Fighter 5 Revo World Stage, c'est l'itération d'un jeu sorti en 2006. Et les deux autres, c'est des compiles rétro, donc mon choix perso et mon prono, c'est pour 2XKO. Meilleur jeu pour la famille. Je serais tenté de choisir Split Fiction, mais même si cette catégorie n'existe pas, pour moi c'est plutôt un jeu idéal pour les couples. De même que Lego Voyagers qui se limite à 2 joueurs. Quand on pense famille, je vois au moins 3 personnes sur la console, et pour cette raison, mon vote et mon pronostic vont à Mario Kart World. Il serait légitime de se demander pourquoi pas Sonic Racers Cross World, tout simplement car le jeu est moins accessible qu'un Mario Kart et que dans l'aspect famille, je pense aussi aux jeunes joueurs. Meilleur jeu de sport et course. En termes d'originalité dans ce qui est proposé dans cette catégorie, je choisis clairement Rematch, car au-delà d'être un bon jeu, c'est le seul qui propose quelque chose de réellement nouveau pour cette catégorie cette année. Pour ce qui est du pronostic, je dirais pareil, mais en réalité, j'ai vraiment du mal à me dire lequel va l'emporter. Ce serait juste frauduleux que ce soit FC26, tant cette licence est un néant d'innovation qui prend ses joueurs pour des cons et qui propose à 70 € ce que n'importe quel autre jeu aurait sorti au pire comme une mise à niveau à 10 ou 20 €. Et en parlant de fraude, je veux bien qu'il soit sorti très tardivement pour la sélection, mais il est dans les temps. Alors pourquoi il n'y a pas Inazuma Eleven Victory Road? Allez, on se détend et on passe au meilleur jeu de simulation stratégie. Alters et Tempest Rising n'ont pas fait trop de bruit. FF Tactics n'est qu'un remaster et Civilization 7 a été très mal reçu par les joueurs. Personnellement, je vote pour Jurassic World Evolution 3, mais en pronostic, je pense que c'est Two Point Museum qui aura le prix. Jeu d'action à présent. Pour mon choix perso, ça se joue entre Doom the Dark Age, Hades 2 et Shinobi Heart of Vengeance. The Dark Age était très sympa, je l'ai poncé comme c'est pas permis, mais objectivement, il est moins bon que son prédécesseur. Et comme il l'avait fait avec Streets of Rage 4, les Français de Lizard Cube ont réussi à sublimer Shinobi tout en conservant son héritage intact. Et c'est pour ça que je vais le choisir. Pour mon pronostic, ça pourrait être Shinobi, mais je pense qu'il a pas assez fait parler de lui et que ça sera Hades 2. Meilleur jeu d'action-aventure. Personnellement, je mettrais Death Stranding 2, mais mon pronostic est pour Split Fiction. C'est plus accessible et plus instantané dans la satisfaction de jeu. Hey, ça fait 3 catégories que je me suis pas énervé, et comme on ne dit pas 304, ça va changer. Meilleur RPG. Je suis un énorme fan de Monster Hunter. J'ai littéralement un Rathalos tatoué sur le bras, mais désolé Wild, ce ne sera pas pour toi. Je vais pas faire durer le suspense, et vous vous en doutez certainement, je choisis Clair Obscur. Cependant, pour le pronostic, je pense que ce sera Kingdom Come Deliverance 2. En revanche, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi Digimon Story Time Stranger n'est pas dans cette sélection? J'en ai déjà parlé le mois dernier, mais scénario incroyable, cinématique animée magnifique, contenu conséquent, bonne rejouabilité. Je sais que Digimon est niche, mais bordel, il froisse une bonne partie des jeux qui ont une nomination cette année. Son bouche à oreille a été tellement rapide et surprenant que les versions physiques se sont retrouvées en rupture de stock au Japon, mais aussi dans plusieurs autres pays, dont la France. Alors je veux bien que je sois un fanboy Digimon, mais j'ai pas gueulé pour Digimon Survive. Là, si je le fais sur Time Stranger, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on termine avec le GOTY
le meilleur jeu de 2025. Et si on est logique par rapport à tout ce que j'ai dit avant, ça devrait être clair-obscur. C'est mon avis et mon pronostic. Retenez bien que dans ce genre de cérémonie, ce qui compte, c'est pas tant ce que le jeu est, mais plutôt ce qu'il représente dans l'esprit des votants. Enfin, je conclurai en vous disant que peu importe les résultats, vous ne devez pas remettre en question vos préférences en matière de jeux vidéo. La majorité de nos décisions sont au final orientées par nos préférences personnelles et notre sensibilité à telle ou telle chose. Ça ne répond à rien de logique, ça se construit essentiellement sur la base de nos expériences. On refera un point sur les résultats le mois prochain, et en attendant, rappelez-vous que ce qui compte, ce n'est pas de perdre ou de gagner, mais bien notre manière de jouer. C'est l'heure du duel! Tout d'abord, il faut savoir que le Goita est un jeu japonais avec des pièces rappelant celles du shogi, dans lequel deux équipes de 2 joueurs s'affrontent. Il faut à chaque tour poser une pièce pour se défendre, puis une pièce pour attaquer, et ce jusqu'à ce qu'un joueur ait vidé sa main. Il y a un système de score, et la première équipe à 150 ou plus gagne la partie. Ce jeu est donc un Goita avec un skin Pokémon, c'est tout. Il sera disponible au Japon à partir du 18 décembre et sera accompagné d'une application mobile. Cependant, aucune sortie hors Japon n'a été annoncée. Après Spider-Man ou encore Sonic the Hedgehog, Magic the Gathering a annoncé un Secret Lair en collaboration avec PlayStation ou encore K-Pop Demon Hunter. Des cartes vendues très chères, pas forcément jouables dans tous les formats et qui pour ma part détruisent un peu le jeu. Je m'explique. Il s'agit là d'un avis purement personnel, il est totalement subjectif et il ne tient qu'à vous d'y adhérer ou non. De manière générale, je n'aime pas les crossovers. Je peux bien sûr trouver des exceptions comme Super Smash Bros ou Tokyo Mirage Session. Cela ne me dérange pas, car c'est le projet de base. Mais quand on a un jeu, que ce soit un jeu vidéo, du TCG ou autre, qui a un univers de base établi avec une certaine cohérence dans le lore et qu'on vient y mettre des personnages qui n'ont rien à foutre là et qui ne serait-ce qu'en termes de chara-design ne collent pas avec l'ensemble, eh bien ça me fait chier. Et ça m'emmerde d'autant plus que dans ce genre de cas, le crossover ne naît pas d'une volonté artistique, mais purement financière. Et Magic est loin d'être le seul à être touché par cette Fortniteification. C'est pas péjoratif dans le cas de Fortnite, car il a très vite muté dans ce sens. Magic, lui, il l'a fait au bout de 27 ans. Ne jouant aujourd'hui qu'entre amis, il est facile de se mettre d'accord pour préserver l'esprit et l'esthétisme du jeu tel que nous l'aimons, donc les autres font bien ce qu'ils veulent. Mais ce genre de pratique se démocratisant de plus en plus, et Magic en faisant usage dans le but de renouveler son cheptel de joueurs, je ne peux que m'inquiéter pour la suite. Verrons-nous la disparition des univers authentiques au détriment d'une agglomération de collaborations artistiquement discutables en édition toujours plus limitée afin de vendre toujours plus à une clientèle capable de se battre pour mettre la main sur la carte tant recherchée? J'ai pas de réponse à vous donner dans l'immédiat, mais j'aimerais avoir votre avis, alors n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Personnellement, moi, j'arrête avec ces conneries, ils ne mourront plus. Il vient d'annoncer une collab Monster Hunter. Oh les bâtards! Demeo, Donjons et Dragons Battlemarked. Alors oui, c'est un jeu vidéo, mais j'en parle dans la rubrique jeu, car contrairement à Baldur's Gate 3 qui utilise de nombreuses choses propres aux jeux vidéo, on est ici face à une retranscription des mécaniques de D&D sur écran. Et c'est surtout une formidable opportunité de vivre une expérience de jeu de rôle entre amis sans les contraintes de temps et les rendez-vous que cela implique. On peut même retirer la contrainte matérielle pour ceux qui veulent jouer avec des décors et des figurines. Le jeu peut également être utilisé comme initiation au JDR et est idéal pour les groupes qui ont du mal à se réunir ou qui sont éloignés géographiquement. Le mois dernier, on félicitait le jeune Erwan alias Berghini pour sa 3e place en catégorie junior au championnat du monde de Beyblade. Aujourd'hui, je suis heureux d'adresser nos félicitations à Jean-Baptiste aka Benji qui porte haut les couleurs de la France et devient le nouveau champion du monde de Warhammer Age of Sigmar. Et j'en profite pour rappeler que la France est également championne du monde de Warhammer 40 000. Il y a de quoi être fier de nos représentants. Et on termine avec la grosse sortie TCG de ce mois de novembre. Je parle bien sûr de Riftbound, le jeu de cartes de Riot dans l'univers de League of Legends. Bonjour, petite fille. Sais-tu où est ta sœur? Illustration, c'est ok si on prend la moyenne des cartes, on n'est pas au niveau de Gundam ou Digimon, mais ça reste honnête. Et on va pas juger sur le premier set, beaucoup d'autres jeux se sont améliorés au fur et à mesure. Qualité des cartes, pour l'épaisseur c'est du niveau Bandai, donc c'est top. En revanche, et c'est son plus gros point faible, la découpe est dégueulasse. Il reste des excédents sur le pourtour des cartes et ça ne fait pas sérieux. Est-ce que c'est dû à une accélération du processus pour tenir leur délai? Je n'en sais rien, mais il faut absolument corriger ça à l'avenir. Le foil, quant à lui, pourrait être un peu plus travaillé, mais comme pour les illustrations, beaucoup de jeux s'améliorent avec le temps. Le prix est plutôt convenable. Les starters peuvent paraître un peu chers, mais comme il y a un booster à l'intérieur, ça reste ok. La distribution, quant à elle, est insuffisante, mais comme tous les lancements de nouveaux TCG en Europe,
Europe ces 5 dernières années, j'ai envie de dire. En plus, comme c'est League of Legends, les scalpers étaient ultra présents. Mais rassurez-vous, un reprint arrive ce mois-ci. Enfin, et c'est le plus important, le gameplay. C'est bien, c'est très bien. Le système de mana, bien que reprenant celui des récents jeux de Bandai, ajoute une originalité bien pensée. Les objectifs de victoire font penser à l'Orcana en plus riche et plus intéressant. La mécanique des lieux qui change entre chaque manche apporte de la variété dans les parties, ainsi qu'une donnée intéressante à intégrer dans l'analyse de la méta. Le système de leader pioche dans One Piece ou Dragon Ball tout en ajoutant une pincée de Commander Magic. Le tout est rapide et dynamique. C'est vraiment un grand oui. Un jeu qui reprend ce qui fonctionne bien chez ses pairs tout en ajoutant des concepts originaux qui lui donnent une vraie identité. La méta est pour l'instant un peu limitée, mais encore une fois, avec juste un set de base, il est encore trop tôt pour le lui reprocher. Riot, vous m'aviez envoyé un accès à la bêta fermée pour 2KO. Si vous avez envie de continuer à collaborer, mes DM sont ouverts. Comment crois-tu que tu réagirais si je disais des choses négatives à ton propos? Honnêtement, j'en aurais rien à foutre. De gros changements pour l'anime One Piece, Crash Bandicoot sur Netflix, et si le futur de l'animation n'était pas japonais. Il est temps à présent de parler des mangas, comics et séries d'animation. Je sais que juste avant on était sur League of Legends, mais là je vais pas vous parler d'Arcane. Salut! Mais plutôt de One Piece pour commencer. L'anime One Piece sera en pause de janvier à mars 2026. Cela marquera une coupure entre l'arc Egghead et l'arc Elbaf qui commencera donc en avril 2026. Génial! Attendez-moi, j'arrive! Et à partir de là, l'anime ne sortira que 26 épisodes par an, soit 2 fois moins qu'à l'accoutumée. On sait également que les 13 premiers épisodes seront diffusés à partir d'avril, puis qu'une pause sera faite avant de diffuser les 13 suivants. Quand j'ai entendu ça, j'étais fou de joie. Pour moi, ça voulait dire que One Piece, à l'instar de The One Piece, la nouvelle adaptation à venir, va être un animé saisonnier et non plus un anime fleuve. Car c'est le plus gros défaut de l'animé, son rythme est catastrophique. Un seul chapitre adapté par épisode, c'est beaucoup trop lent. Sauf que voilà, on a appris que le rythme n'allait pas changer. Donc vivement le nouvel animé de One Piece. Une nouvelle adaptation animée va voir le jour, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Demon of the Shadow Realm, adapté du manga du même nom, écrit et dessiné par ni plus ni moins Hiromu Arakawa, la célèbre mangaka de Fullmetal Alchemist. Ouais, bah franchement, c'était pas sorcier. C'est le studio Bones à qui l'on doit notamment Boku no Hero Academia ou encore Bungo Stray Dogs qui s'occupera de cette adaptation. Elle est prévue pour 2026 sur la plateforme Crunchyroll. À présent, on va parler de Crash Bandicoot. Parmi tous les jeux vidéo qui ont marqué mon enfance, il y en a qui ont une place particulière. Sonic the Hedgehog 2 car c'est mon premier jeu de la Mega Drive, Jak and Dexter pour mon premier jeu de PS2, Crash Bandicoot et Croc Legend of the Go-Boss pour la première PlayStation. Et on apprend que ce cher Crash pourrait arriver sur Netflix via une série produite par Wild Brain Studios, à qui on doit notamment Sonic Prime. Ce n'est pas fini. Et ça ne m'enchante pas. Déjà parce que Crash est une mascotte de la fin des années 90, début 2000. On est donc sur un personnage qui cible des trentenaires, voire même plus. Même les jeux récents ciblent essentiellement ce public. Et sauf erreur de ma part, Wild Brain produit du contenu pour les enfants. Je sais que Sonic Prime a beaucoup plu aux nouvelles générations, mais bien qu'il propose de bonnes idées, on sent que le public visé est jeune. Ma génération a eu le droit à Sonic X. Eh oui, je suis Sonic le hérisson bleu. Animation japonaise, musique et seiyuu de qualité, la série est encore agréable à mater aujourd'hui, malgré sa lenteur à démarrer. Et surtout, elle a été développée par la Team Sonic elle-même, donc on peut difficilement faire mieux en termes de respect de l'œuvre. Bref, tout ça pour dire, Crash Bandicoot en série Netflix, ok, mais nous chiez pas dans les bottes. Dans le genre Tokusatsu, qui signifie effets spéciaux, on retrouve Super Sentai, l'une des séries les plus populaires avec Ultraman et Kamen Rider. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez déjà vu son adaptation américaine, Power Rangers. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet. Très basiquement, Power Rangers adapte mal les différentes séries Super Sentai. Il garde les scènes de combat d'origine et brode autour une autre histoire en utilisant des acteurs américains. C'est pas vraiment l'endroit pour m'éparpiller sur le sujet, mais il faut savoir que cette série est totalement iconique au Japon. Mais là, le coup près vient de tomber, la chaîne a annoncé l'arrêt de la série Super Sentai. Une décision qui paraît totalement absurde tant cette série rapporte encore énormément d'argent. J'en ai parlé avec des amis à moi qui connaissent bien le sujet et on est tous d'accord pour dire qu'on part plutôt sur un rebranding plutôt qu'un véritable arrêt de la série. On attend les infos. Nombreux sont ceux qui pensent que les meilleures animations sont japonaises, et c'est également ce que j'aurais dit il y a 10 ans. Mais pour notre plus grand bonheur à tous, les œuvres d'animation à destination d'un public plus mature ne cessent de se démocratiser. Et de ce fait, elles génèrent plus d'argent, ce qui permet aux différents studios de proposer mieux, obligeant tout le monde à s'adapter à ces nouveaux standards. Ainsi, la Chine nous a proposé quelques pépites comme le film New God Noja Reborn ou encore The All Devouring Whale. C'est Pokémon en version hardcore, c'est génial, regardez-la.
est-ce que le prochain pays à performer en animation ne serait pas l'Inde? Ça donne envie, mais j'ai tout de même un petit problème. Bahubali The Eternal War se déroulera après les 2 premiers films qui, eux, étaient en live action. Et disons que le cinéma indien est-ce qu'il est. Il est vrai que c'est parfois étrange de sortir des codes occidentaux quand on parle de cinéma, mais j'ai réussi à apprécier le cinéma japonais, chinois ou encore coréen. Je les apprécie même beaucoup à vrai dire. Mais l'Inde, j'ai beau essayer, ça passe pas. Au mieux je rigole beaucoup, mais c'est rarement l'objectif du film. Mais gardons un œil sur l'animation indienne, on pourrait avoir de très bonnes surprises dans le futur. On passe aux séries maintenant, et si vous pensiez ne plus entendre parler de Stranger Things après la saison finale, vous metttez le doigt dans l'œil. Nous allons faire de très grandes choses. L'univers va continuer de s'étoffer grâce à la série d'animation Stranger Things Tales from the 85. On continuera de suivre le même groupe que dans la série principale et l'action devrait se dérouler entre les saisons 2 et 3. Sur le papier, je suis pour, j'aime cet univers et lui donner de l'épaisseur sera un plus. Mais j'aurais préféré qu'on montre un vrai spin-off avec d'autres enjeux et d'autres personnages. Pourquoi ne pas adapter le livre Darkness on the Edge of Town par exemple, qui nous raconte le passé d'Hopper avant les événements à Hawkins. Et vous, qu'aimeriez-vous voir dans un spin-off Stranger Things? Ça me fait bien chier, mais on a encore une partie nécrologie à faire. Au mois de novembre, c'est Tatsuya Nagamine qui nous a quittés à l'âge de 54 ans. Il s'agit d'un réalisateur japonais qui a travaillé sur différents films et séries d'animation. Il a notamment œuvré sur les séries Dragon Ball Super ou encore One Piece à partir de 2019, mais également des films comme Digimon Savers Ultimate Power Activate Burst Mode, c'est vraiment le nom du film, ou le film Dragon Ball Super Broly. Ton laboratoire a été cambriolé. Ils sont partis avec les boules de cristal. Et pour finir, qu'est-ce qui sort le mois prochain? On a le début d'un spin-off pour Kaiju Hachigo avec le tome 1 de Relax qui nous racontera les moments hors service des membres des forces de défense. C'est pour moi ce qu'il manque au manga. Il va trop vite et enchaîne les situations catastrophes, ne laissant que trop peu de temps pour découvrir les personnages et s'attacher à eux. A voir si ce nouveau spin-off apporte ce petit quelque chose qui manque à la série principale ou s'il le fait que ce soit mis à part rendre ça indigeste. Pour ceux qui aiment l'horreur, sort le premier tome de Yomotsu Egui. Notez que pour cette sortie, les 3 tomes de la série seront combinés en une intégrale luxueuse de 640 pages exclusive à la France. Et pour ceux qui aiment la fantasy, démarre la série Fabula Fantasia, un spin-off de Radiant. Du côté des animes, nous vivrons la fin de Boku no Hero Academia. Hors de question. Ça va être quelque chose. Quant aux sorties DVD Blu-ray, vous pourrez vous procurer une version Steelbook du Tombeau des Lucioles, ainsi que l'édition Deluxe et Collector de Devilman Crybaby, au cas où vous passeriez des fêtes de fin d'année trop joyeuses. Checkpoint, c'est fini pour 2025, mais on vous donne rendez-vous en janvier pour faire le point sur ce qui s'est passé en décembre et sur les belles choses à venir en 2026. Merci d'avoir regardé ce 2e épisode de Checkpoint, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve tous les mois pour l'actu sur la pop culture. Vous pouvez regarder les chroniques en avance sur la chaîne Asao ou retrouver l'intégrale sur la chaîne Paul ID Originals. Et si vous voulez nous écouter, que vous soyez à bord du Faucon Millenium ou dans votre DeLorean, l'émission est également disponible en podcast sur Spotify. C'était Asao et n'oubliez pas, restez curieux.